beaucoup parlent de parcours de vie et non pas de parcours de soins. Effectivement, prendre soin du patient, c'est prendre en compte tout le contexte et l'environnement dans lequel le patient peut être, que ce soit familial, professionnel. Et c'est tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte pour soigner le patient. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à avoir aussi une réelle adhésion à ces traitements. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera aussi à avoir une réelle écoute entre les deux parties. Je crois que le médecin doit être l'expert de la maladie de son patient, pas du patient. C'est-à-dire que, oui, il est l'expert de la maladie au sens biologique, mais tout l'enjeu est d'être expert de la maladie telle que vécue, comprise par le patient qu'il a en face de lui, et je rajouterai des proches qui sont à côté du patient. Et il faut à chaque fois se réadapter, et ça c'est un travail aussi qu'il faut faire avec les soignants, leur apprendre que le temps d'adaptation psychologique d'un patient n'est pas celui de son voisin et n'est surtout pas le sien. Et donc ça change avec le temps, mais c'est le mode relationnel qu'il faut mettre au départ. L'espoir, ça n'engage pas à la réussite à 100%, mais ça permet quand même d'avancer un petit peu. Même dans la prise de décision, c'est un concept qu'il faut ramener dans la médecine. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous et comment est-ce qu'on va faire pour y arriver ensemble? Et ça, c'est travailler l'espoir. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. La décision partagée patient-médecin, un sujet tellement important. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Je vous lis une petite définition. Le soignant et le patient s'informent mutuellement pour parvenir à un accord commun sur la décision prise. L'échange d'informations est donc bilatéral. La délibération est par nature interactive. La participation du soignant et du patient est partagée à chaque étape du parcours de prise de décision. Et la décision prise est la résultante d'un accord commun. Alors cela, c'est une définition théorique. Nous allons regarder du côté de la pratique et tout ce que cela implique avec Yves Libert, psycho-oncologue à l'Institut Jules Bordet, et Caroline Pécher, patiente partenaire à Paris. Un débat vraiment passionnant. Nous savons tous qu'en oncologie, les décisions de traitement peuvent être complexes et impliquent souvent des compromis entre les avantages et les inconvénients, les bénéfices et les risques, ainsi que les valeurs et les préférences personnelles du patient. Nous avons parlé de la relation patient-soignant, de cette phrase « Le médecin est l'expert de la maladie de son patient », le patient, quant à lui, est l'expert de son vécu de la maladie. Nous avons parlé de l'évolution dans la prise de conscience ces dernières années par rapport à la prise de décision partagée, des avantages, des barrières, de la communication en situation de crise, de l'annonce idéale que j'ai mis entre guillemets bien sûr, d'une maladie grave, de ce temps si important et si nécessaire pour annoncer d'abord, pour discuter ensuite et pour enfin décider, comme nous dit Yves Libert. Caroline parle de parcours de vie du patient plutôt que de parcours de soins. Nous avons parlé de métacommunication entre soignants et patients, de compassion, d'empathie, de sympathie, de vision paternaliste de la médecine. Bref, un podcast dense, utile, extrêmement instructif et à partager absolument au plus grand nombre. Alors bienvenue dans ce podcast. Merci encore infiniment à Yves et Caroline pour ce magnifique moment de partage. Je vous souhaite une excellente écoute. Ce podcast vous est rendu possible grâce au soutien de MSD. Bonjour Yves. Bonjour Delphine. Bonjour Caroline. Bonjour Delphine. Merci mille fois d'avoir accepté mon invitation à témoigner sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière pour un thème très très important qui revient souvent, la décision partagée patient-médecin. On a beaucoup de choses, donc on va essayer de tout dire en 1h30 ou en 1 heure, on verra le temps que ça prend.
Et avant ça, je vais vous demander à chacun de vous présenter. Alors, je ne sais pas... honneur aux femmes. Allez. Alors, je me lance. Donc, je m'appelle Caroline, du Combat des Roses sur Instagram. J'ai 42 ans et j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein en 2020. Et depuis, ça a changé ma vie puisque je suis devenue patiente partenaire, engagée dans plusieurs projets. Et je suis aussi aidante pour mes parents qui sont tous deux aussi atteints d'un cancer. Et tu es déjà passée sur le podcast. J'ai eu l'honneur d'être derrière le micro pour un podcast où j'ai pu raconter une partie de mon expérience et de mon parcours. Donc, merci Delphine pour cette nouvelle invitation. Et donc, je m'appelle Yves Vibert, je suis psychologue, je travaille à l'Institut Bordet. Ça fait une bonne vingtaine d'années maintenant que j'ai le bonheur de travailler en psycho-oncologie. Et je suis là avec vous aujourd'hui parce qu'au cours des dernières années, on a étudié beaucoup à l'Institut Bordet et en collaboration avec d'autres centres en France et en Belgique, cette question de la prise de décision. On se posait beaucoup de questions au début de nos études, on s'en pose encore beaucoup aujourd'hui et je suis très content d'être avec vous deux aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on va commencer par une question. Comment est-ce que vous définiriez la relation patient-soignant ? Alors aujourd'hui, cette relation, de ce que j'en vois, et de ce que j'en entends parler au quotidien avec les patientes que j'accompagne, on est plutôt le sachant et l'observateur. Le médecin qui représente le savoir, qui a une parole très écoutée et qu'on ne va pas remettre en question, ou très peu. Et puis le patient qui va être face à lui, qui va quelquefois avoir peur de poser des questions et qui va se laisser guider au travers de ce qui va être décidé par le médecin et par l'équipe soignante. Alors, tu dis, c'est ce que tu constates le plus souvent. Oui. Il y a évidemment des exceptions. Oui, tout à fait. Mais... Et toi, comment est-ce que tu définirais la relation patient-soignant ? Sur le plan théorique, il y a pas mal de définitions ou de modèles qui ont été proposés. Le plus basique, c'est que c'est une rencontre un peu unique entre quelqu'un qui est malade et un médecin. Et le but de leur rencontre, il y en a 3 en général importants qui sont mis en avant. Et je vais terminer par le plus important. Le premier, c'est d'échanger des informations. C'est-à-dire qu'un patient vient, explique ses difficultés, informe quelque part le médecin de ses difficultés, et le médecin lui donne un certain nombre d'informations. Le but est d'essayer d'aller vers une prise de décision. C'est ensemble, à partir d'un échange d'informations, de prendre une décision. Mais la troisième fonction de la relation médecin-malade, qui est la plus importante, c'est de créer une relation thérapeutique. C'est-à-dire ne pas simplement être la rencontre de 2 possesseurs ou demandeurs d'informations, d'aller au-delà de ça, d'avoir une relation thérapeutique, c'est-à-dire une relation dans laquelle une personne prend soin de l'autre qui est en situation de souffrance. Pour vous donner un peu une définition théorique qui permet un peu de voir clair sur les enjeux, maintenant sur l'observation qu'on fait de la relation médecin-malade, au-delà du fait qu'elle est très variable d'un patient et d'un médecin à l'autre, bien entendu, très variable d'un contexte à l'autre, bien entendu également, j'irais l'évolution est qu'il y a beaucoup de questionnements sur comment éviter du paternalisme que tu évoques très bien, de déséquilibre entre les deux. Comment est-ce qu'on peut éviter ça en remettant le patient au centre ? Il y a beaucoup de concepts d'évolution pour essayer de faire changer les choses. Et si tout le monde reconnaît qu'on doit être plus vers un partenariat, vers un partage de responsabilités dans la prise de décision, on voit que l'actualisation de ça dans la pratique, quand les médecins sont peu formés à la relation, se fait très difficilement. Et que ça reste très souvent paternaliste, malheureusement. On reviendra sur des exemples de patients qui souhaitent cette vision paternaliste et puis d'autres qui souhaitent vraiment être présents et prendre les décisions aussi. Donc, comme tu disais, ça dépend vraiment du contexte. Alors, on entend quand même très souvent, le médecin est expert de la maladie du patient et donc expert pour la soigner, et le patient est l'expert de son vécu de la maladie. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation ? Et aussi soigner la maladie ou soigner le patient. Qu'est-ce que vous pourriez dire ? Bon, ça revient un peu à tout ce que vous venez de dire, mais est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose ? Aujourd'hui, le patient, beaucoup parlent de parcours de vie et non pas de parcours de soins. Effectivement, prendre soin du patient, c'est prendre en compte tout le contexte et l'environnement dans lequel le patient peut être, que ce soit familial, professionnel, et c'est tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte pour soigner le patient, et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à avoir aussi une réelle adhésion à ces traitements, et il n'y a que comme ça qu'on arrivera aussi à avoir une réelle écoute entre les 2 parties. Et c'est vraiment ça qu'on me témoigne aujourd'hui le plus au travers des rencontres que je peux faire. Et je pense que l'expression est assez jolie, mais je la transformerai un tout petit peu. Je crois que le médecin
doit être l'expert de la maladie de son patient, pas du patient. C'est-à-dire que, oui, il est l'expert de la maladie au sens biologique, mais tout l'enjeu est d'être expert de la maladie telle que vécue, comprise par le patient qu'il a en face de lui, et je rajouterais des proches qui sont à côté du patient. Oui, c'est ça. Et c'est tout l'enjeu qui est pas évident au premier abord, qui est un changement de perspective, et on reparlera certainement de ça, qui nécessite de prendre du temps de connaître la personne pour pouvoir au mieux le soigner dans sa vie au sens large, comme tu l'évoquais très bien, autant que pour la pathologie pour laquelle il rencontre le médecin. Oui, donc ce que tu disais, son projet de vie. Alors, j'ai trouvé une étude, là, c'était un webinaire qui m'était partagé sur donc Shared Decision Making, la prise de décision partagée. Et il y avait des chiffres assez parlants. Donc, c'était une étude faite sur des patients d'un cancer à un stade très avancé. Il y avait seulement 30% des personnes qui avaient comme objectif de vivre plus longtemps. 67% qui préféraient vivre moins longtemps que d'être totalement dépendants. 85% qui préfèrent garder leur capacité cognitive que de vivre plus longtemps. Et donc, en fait, 50% des patients disaient qu'ils ne partageaient pas les mêmes objectifs que les médecins, qui étaient plus préoccupés par la survie des patients. Donc, si on part de cet exemple-là, c'est quoi pour vous, concrètement, la décision partagée patient-médecin? Et qu'est-ce que vous en pensez? Le patient, aujourd'hui, il doit être en complète coopération et trouver sa juste place, se sentir légitime au sein de cette équipe pluridisciplinaire qu'il va rencontrer avec les protocoles qu'on va lui proposer. La qualité de vie du patient, elle doit être vraiment mise dans la balance bénéfice-risque, puisqu'aujourd'hui, et tu le sais, j'en suis la preuve vivante concernant par exemple l'hormonothérapie, ça peut complètement faire basculer l'adhérence au traitement, et c'est des critères qui sont pas évidents à prendre en compte, parce que un patient qui va prendre une décision, il va avoir besoin d'avoir toutes les cartes en main aussi pour la prendre sereinement, pour pas avoir cette émotion de culpabilité qu'il va pouvoir ressentir, de pas avoir peur de trahir ses proches s'il a besoin de se sentir à sa juste place, et peut-être, par exemple, d'évoquer une pause thérapeutique parce qu'il se sent pas bien à un instant T de son protocole. C'est de savoir se faire écouter et peut-être aller à l'encontre, prendre une part de responsabilité et aller à l'encontre des traitements ou des protocoles qui lui seront proposés. Pour réagir à deux niveaux. D'abord sur le concept de la prise de décision partagée, et puis ensuite sur l'étude que tu évoques. La notion qui peut surprendre, c'est qu'on attend d'un médecin qu'il soit compétent pour prendre une décision, mais si on veut prendre une décision de manière partagée, voire collaborative, c'est clair qu'on doit attendre aussi un certain nombre de compétences de la part du patient, pas que du soignant. Et ça pose question, parce que on sait, par exemple, qu'on doit tout faire pour rendre le patient acteur de son trajet de soins. Il y a des concepts comme l'empowerment qui sont très à la mode, parce que spontanément, on sait depuis plusieurs décennies maintenant que si un patient se pose 10 questions avant de rentrer chez le médecin, il va en poser 2 maximum. Oui. Ça, c'est la plupart des choses qu'on retrouve dans les études. Donc, l'idée d'une prise de décision collaborative suppose des compétences très pointues de la part d'un médecin, parce que c'est une communication compliquée, mais il faut reconnaître une forme de compétence de la part des patients aussi. Et on va y revenir, tu l'as déjà évoqué plusieurs fois, tous les patients ne se sentent pas la volonté ou ne sont pas dans une disposition d'esprit pour avoir cette compétence. Maintenant, pour revenir sur l'étude, c'est une question très très compliquée parce que c'est une étude qui pose... Oui, en plus c'était une étude, les patients étaient à un stade très avancé. Hein, donc je pense que j'ai pas assez insisté là-dessus, donc voilà. Alors ça c'est une des questions les plus sensibles. En fait, la question la plus sensible, elle est relative à ce qu'on appelle la planification anticipée des soins. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut discuter assez tôt dans le parcours de vie d'un patient de jusqu'où est-ce qu'il veut aller ? Qu'est-ce qui est important pour lui ? Quand est-ce qu'il voudra recourir plus à des soins de support que de continuer les traitements actifs ? Et en fait, c'est un des domaines, c'est comme dans la prise de décision partagée. Ça fait à peu près 15 ou 20 ans que vous allez trouver des écrits, des recommandations qui disent il faut faire une prise de décision partagée. Il faut faire une planification plus anticipée des soins de fin de vie pour limiter les risques de problèmes et de malentendus. Et dans les faits, c'est très difficilement implantable
parce que, pour plein de raisons, par manque de formation des médecins, par manque de temps, par manque de place dans les institutions, par une focalisation sur les traitements. Mais il y a aussi une autre idée derrière, c'est que changer un paradigme de relation, ce n'est pas que changer des techniques, c'est probablement un changement de culture de soins aussi. Et changer la culture des soins, ça prend du temps. Et c'est pour ça probablement que on a parfois un peu le sentiment que les recommandations sont là, que tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais que c'est très difficile à appliquer. Parce que c'est un vrai changement de culture de soins. C'est pas uniquement changer une technique comme on pourrait changer une technique chirurgicale. C'est autre chose probablement. Est-ce que c'est plus présent dans certains pays ? Oui. Il y a le modèle québécois qui est le plus connu dans le partenariat patient. C'est celui dont on entend parler le plus souvent. Et en France, on essaye de le transposer avec plus ou moins d'efficience dans les institutions. Il y a clairement des dimensions culturelles. Très, très fort. Il y a comme un continuum. Si on va vers le nord des États-Unis, on va dire qu'il faut être très ouvert et très franc dans la communication. Il faut dire la vérité, il faut donner des chiffres. Si vous allez beaucoup plus vers l'Orient, vous allez avoir beaucoup plus de prudence par rapport à ça. Et est-ce qu'on doit dire la vérité ? Plus de pudeur. Et de pudeur. Et nous sommes au milieu. Et nous avons quelque chose d'un peu intermédiaire, je pense. Et donc, tu dis que c'est culturel, mais et aussi ça dépend de chaque patient, quoi. C'est ça la complexité de ce débat, parce qu'on peut pas généraliser sur ce qui est bien, pas bien. Tu as vraiment vu une évolution. Donc, tu dis que les 20 dernières années, tu as vu beaucoup d'écrits là-dessus. Est-ce que tu as vu un changement dans ta pratique ? Il y a une évolution certaine dans la prise de conscience. Qu'aujourd'hui, il y ait des difficultés, qu'on retrouve encore des patients très insatisfaits de certaines décisions, de certains modes de communication, ça j'en suis certain. Mais je rencontre quand même de plus en plus de médecins qui sont convaincus par ces aspects-là et qui savent qu'il y a une difficulté ou un enjeu à travailler. Donc là, je trouve qu'il y a une évolution à minima dans les intentions des soignants, d'impliquer plus les patients et de se centrer davantage sur ce qui est important pour eux, je pense. Caroline, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Ouais, et puis il y a tout ce qui est avènement d'Internet qui a permis un accès aux informations avec Dr Google qui parfois place certains patients comme des bébés médecins. Ça a forcément fait évoluer la relation entre les deux. On en reparlera justement de Dr Google. J'aurai quelques petites questions par rapport à ça. Alors Yves, comment est-ce que tu vois la situation idéale en fait ? Il y a plusieurs crans dans la situation idéale. Je dirais, il y a l'idéal dans les préambules et les contextes, et il y a l'idéal dans le moment de la relation. Alors, dans les préambules et dans le contexte, si vous me permettez d'être un peu utopique aujourd'hui, je voudrais des facultés de médecine où on consacre énormément de temps à former les médecins à la relation et la communication. Je voudrais des hôpitaux où on laisse le temps aux médecins de prendre des décisions avec des patients en plus que 20 ou 25 minutes et où on permet à un patient de revenir 3 ou 4 fois discuter avec son médecin avant de prendre une décision. J'ai dit que j'étais utopique, mais puisqu'on me demande quel est l'idéal, j'y vais. Mais c'est magnifique. Maintenant, en termes de plus, je vais dire de relations, ce qui reste compliqué, je pense, c'est que il faut essayer d'aider les médecins à adapter à chaque patient la communication qu'il a et sa décision. Ça prend du temps. Ça prend un peu de temps. Maintenant, par expérience, on sait aussi qu'un médecin peut perdre beaucoup de temps à expliquer des choses qui n'intéressent pas du tout les patients. Donc, il y a un petit apprentissage. En fait, c'est un monde un peu paradoxal. D'un côté, je vous dis qu'il y a des changements culturels et que ça prend du temps, mais d'un autre côté, on sait aussi qu'on peut former les médecins à acquérir quelques stratégies de communication qui sont un peu plus performantes que d'autres, à ne pas perdre du temps sur des détails qui n'intéressent qu'eux et à se centrer davantage sur le patient. Et on a fait des études là-dessus et on sait former les médecins à faire ça. Donc, il y a moyen quand même de faire des aménagements des choses. La dernière chose, c'est, comme tu dis très bien, il y a la notion de crise. Et comment est-ce qu'on doit communiquer au moment de la crise ? Oui, c'est ça. Alors, la difficulté, c'est une question de timing. La question de l'écoute, de dire à quelqu'un « qu'est-ce qui est important pour vous ? Dites-moi ce que vous voulez faire ». C'est une très bonne question, mais pas au moment où on vient d'entendre qu'on a une maladie grave qui va peut-être nous emporter. À ce moment-là, on a plutôt envie d'entendre quelqu'un « je suis là pour répondre à toutes vos questions, dites-moi qu'est-ce qui vous préoccupe » et d'être beaucoup plus actif. Donc, il n'y a jamais un acte de communication qui est maladroit dans l'absolu. Ce qu'on essaye de faire le plus souvent quand on forme les médecins, c'est de les aider à avoir le bon timing pour l'acte de communication qu'ils veulent faire. Sinon, c'est une très bonne intention, mais ça ne marche pas. Je comprends que quand on est dans le choc d'une annonce, on a surtout envie de quelqu'un qui vient dire qu'il a des pistes de solutions et être très actif, plutôt que de dire, pour faire une caricature, je vous ai annoncé quelque chose de très dur, mais maintenant, c'est à vous de décider, madame.
Ça, c'est sûr. La temporalité, c'est quelque chose d'hyper important et en plus, elle sera ce que le patient va traverser, ça va être très fluctuant en fonction du moment de son parcours et de son état d'esprit. Il peut y avoir un facteur X qui va venir tout chambouler et du coup, ce qu'il pensait être sûr il y a quelques semaines va devenir complètement incertain quelques jours plus tard. Et c'est là que c'est important aussi à chaque moment et à chaque rencontre avec son médecin de refaire le point aussi sur ce qu'il veut. Et effectivement, je pense qu'attaquer le problème, entre guillemets, à la base, sur la formation initiale des médecins, moi, j'en suis complètement convaincue. Et effectivement, sur les patients partenaires formateurs, avec qui je suis en étroite collaboration, puisqu'on est plusieurs à aller dans des facultés de médecine. À chaque fois qu'on a des retours de ces étudiants en médecine qui viennent nous voir après nos interventions, c'est c'est super, on a besoin de ce regard patient, ces notions d'empathie, en fait, nous, on les voit pas, ou alors c'est au travers de nos stages, mais des fois, c'est un peu tard et on est un peu déconnecté de tout ça. Et donc, aller à l'origine même de leur cursus de médecine, pour moi, ça me paraît complètement indispensable. Ça s'acquiert, ces facultés-là, ou c'est vrai parce qu'il y a des médecins qui sont juste extraordinaires et il y en a qui sont vraiment des mauvais communicants, qui sont peut-être d'excellents médecins, mais est-ce que ça s'apprend ? Il y a des gens qui, c'est vrai, ont spontanément davantage de capacité à rentrer en compassion avec les gens et en sympathie. Maintenant, on sait aussi que on peut proposer à des gens des formations, mais pas n'importe lesquelles, qui leur permettent d'acquérir des vraies compétences. Et notre sentiment, avec le temps qui passe et les expériences qu'on fait, c'est que chacun, à partir de son propre niveau, a de toute façon une marge de progression. Et que, oui, il y a des gens plus doués au départ peut-être, mais si tu me passes l'expression, il n'y a pas de cas désespéré non plus. Il y a toujours moyen d'aider les gens. Il faut prendre parfois un peu plus de temps. La technique, c'est d'avoir des techniques qui sont très participatives. Je suis content que tu en parles, d'avoir des jeux de rôle avec des patients partenaires ou avec d'autres médecins, des choses très orientées vers la pratique. Parce que souvent, ce que les gens ont de différent au départ, c'est la sympathie. C'est-à-dire qu'ils ont une tendance un peu plus que les autres à se dire « Tiens, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ressentirais ?» ou ça, c'est de la sympathie. L'empathie, c'est encore plus compliqué. L'empathie, c'est vraiment se mettre à la place de l'autre. Si je me mets à la place de la personne qui est en face de moi et que je la connais, voilà ce que je crois qu'elle ressent. C'est pas tout à fait la même chose. Et ça, c'est encore à un autre niveau. Et ça nécessite une formation, mais ça s'acquiert. Mais il faut du temps, il faut de l'entraînement, parce qu'il y a quand même un point qui est très important. 100% des médecins ont commencé leur formation pour soigner des gens. Ils sont là pour rencontrer des gens et pour les soigner. Malheureusement, le cursus a tendance à les aiguiller plus vers la biologie, mais c'est ça qu'ils veulent faire. Est-ce que tu penses que la vocation est toujours, de soigner des gens, finalement, ça part je toujours pense. Je l'espère. Oui, tout à fait. Mais je me souviens que j'avais posé la question à Kamiraka aussi. Et oui, après, il y en a qui veulent être beaucoup plus techniques et pas spécialement avoir de relations avec les patients. Bien entendu. Et puis, il y a les découvertes. Il y a les années de stage où on se rend compte qu'on voulait être en contact avec les patients et que c'est insupportable pour soi ou que c'est une découverte de ce qu'on a toujours eu envie de faire. Les vies changent. Je voudrais rebondir aussi sur ce que tu disais qui est très important. Tu disais les gens changent au cours du temps. Que ça soit pour la prise de décision, que ça soit pour la communication, chaque patient avance à son rythme et s'adapte à chacune des étapes comme il souhaite, comme il peut. Et il faut à chaque fois se réadapter et ça, c'est un travail aussi qu'il faut faire avec les soignants. Leur apprendre que le temps d'adaptation psychologique d'un patient n'est pas celui de son voisin et n'est surtout pas le sien. Et donc, ça change avec le temps. Mais c'est le mode relationnel qu'il faut mettre au départ. C'est-à-dire que, quel que soit le moment où on prend la décision, le moment où on informe, etc., c'est le mode relationnel de départ qui doit tout définir par la suite. C'est dès le départ de donner une place centrale à un patient, dès le départ de lui dire que c'est sa voix qui a de l'importance. À ce moment-là, tout peut se réadapter. Mais c'est dès le départ qu'il faut le mettre. Parce que dans la vie, une relation, c'est définie en 30 secondes. Une fois qu'on a un mode de relation, c'est sur des rails. Et donc, on a intérêt dès le départ à montrer cette ouverture. Les quelques secondes sont importantes au départ. Donc, quelque part, ça prendrait même pas beaucoup de temps, en fait. C'est juste une manière de faire. Il y a des études là-dessus. Des études qui ont été faites par d'autres équipes, mais par les nôtres aussi. Et on se rend compte qu'au maximum, quand les entretiens sont très bien menés, les gens vont parfois prendre 3 minutes de plus que dans les entretiens très mal menés. Donc la question du temps est un faux argument, dans beaucoup de cas. Ah oui. Caroline, est-ce que tu veux rebondir sur certaines choses ? Il a dit beaucoup de choses. Oui,
Effectivement, la chose essentielle dans cette décision partagée, c'est que ça vienne du patient et que ce soit son choix. Et tu l'as dit tout à l'heure, certains vont vouloir et d'autres préféreront se laisser guider, se laisser porter. Est-ce que tu peux donner l'exemple, justement, tu m'as parlé il n'y a pas longtemps de 2 patientes, et tu peux être un peu plus concrète et expliquer, parce que c'était hyper intéressant. En fait, la première patiente était face à un oncologue, mais assez jeune. C'était un cancer métastatique d'emblée. Et en fait, il n'osait pas prononcer le mot cancer métastatique. Et donc, il tournait autour du pot en lui disant que les soins allaient être longs, peut-être à vie, que ça allait être compliqué. Et en fait, elle comprenait pas. Donc, la première séance s'est faite comme ça. Elle est rentrée chez elle avec le compte-rendu. Elle a été voir sur Internet. Elle s'est renseignée. Et là, elle a compris qu'elle était à un stade très avancé, que ça allait être compliqué. Donc, au rendez-vous suivant, elle lui a demandé de prononcer les mots. Et il voulait pas les dire. Et toi, tu étais là pendant le premier rendez-vous et le Pas deuxième? sur le premier, sur le deuxième. Ah oui, ok. Sur le deuxième, il voulait pas les dire. Et en fait, elle lui a dit, mais moi, en fait, j'ai besoin que vous me disiez ça pour que je puisse rentrer dans mon combat. Et donc, il lui a dit, mais en fait, c'est parce que je n'ose pas, je ne veux pas faire peur. Et en fait, donc la discussion a tourné autour de ça. Il a prononcé les mots, les choses ont été aplanies. Et après, elle est rentrée dans son protocole correctement. Et aujourd'hui, pour l'instant, elle supporte plutôt bien ses traitements. Donc, ça se passe bien. Et en fait, sur la même journée, l'autre patiente, à l'inverse, là, j'ai assisté au rendez-vous, ne souhaitait rien savoir. Elle ne voulait absolument pas anticiper les choses, elle ne voulait pas se projeter, elle voulait y aller étape par étape de protocole par étape de protocole. D'abord la chimio, après l'opération, après la radiothérapie. Elle voulait pas savoir ce qui allait se passer dans 6 mois. Elle voulait pas savoir les chances de guérison, non. ses effets. Elle avait pleinement confiance en la médecine et en la personne qu'elle avait en face. C'était pas le même oncologue. Elle avait juste besoin de se laisser porter pour vivre ses traitements correctement. Oui, donc là, on est face à deux personnalités. Alors, je rebondis maintenant sur là-dessus. Donc, le médecin doit idéalement adapter son discours en fonction de chaque... Mais c'est ce que Yves disait. Oui. Sans vouloir être l'avocat du médecin, la loi l'oblige quand même à dire des choses. Donc, c'est ça qui est un petit peu compliqué. C'est que... ils sont très en difficulté quand un patient dit « Moi, je ne veux rien savoir, docteur, mais soignez-moi quand même ». Et je comprends la difficulté. C'est pas la plus fréquente, mais ça arrive, effectivement. Le premier point, ces 2 cas incroyables que tu partages, ce sont des situations qui montrent que dans l'annonce de mauvaises nouvelles, il y a une expression qui est souvent utilisée. L'annonce d'une mauvaise nouvelle, c'est quelqu'un qui dit quelque chose qu'il n'a pas envie de dire à quelqu'un qui n'a pas envie de l'entendre. C'est ça l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Et donc... effectivement, et quand on est jeune médecin et qu'on se retrouve face à une situation métastatique et qu'on regarde les chiffres statistiques comme des réalités absolues, on a l'impression qu'on va annoncer une sentence de mort à quelqu'un. Donc, c'est très compliqué de réaliser cette tâche, évidemment. Et donc, ce qu'on me recommande, il y a eu des magnifiques travaux faits par ma collègue ici, Madame Liénard, par rapport à ça. Ce qu'on recommande dans l'annonce de mauvaises nouvelles, c'est de d'abord prendre le temps pour savoir ce que les gens ont en tête, ce qu'ils imaginent. Pas 20 minutes, 2-3 minutes quand même, pour savoir comment se sont passés les examens et qu'est-ce qu'ils imaginent, mais qu'au moment où l'annonce est faite, au moment où la nouvelle est délivrée, là, il faut les dire de manière très précise, très claire, et sans détour. Et après, prendre le temps de parler avec les gens pour les soutenir. Mais cet agencement-là, il nécessite de s'entraîner, parce que souvent, les gens tournent... Alors, soit ils annoncent beaucoup trop vite pour se débarrasser du problème. Je suis sûr que vous voulez savoir, donc je vous dis que... Soit ils tournent autour de la situation, comme tu décris très bien, ce qui est très inconfortable pour les gens. Soit alors, quand ils annoncent, au lieu de dire c'est un cancer, c'est une tumeur qui pourrait ceci, et les gens comprennent rien. Donc, c'est une question d'entraînement et de structuration. En fait, un entretien, ça a une structure. Il y a une phase de pré-annonce, il y a une phase d'annonce et il y a une phase de post-annonce. Dans la décision, c'est la même chose. Il y a un temps pour discuter, il y a un temps pour argumenter, il y a un temps pour décider. Mais ce n'est pas les mêmes temps. Et il faut se donner le temps pour chacun. Les problèmes viennent quand les gens essaient de tout mélanger, ou sont amenés à tout mélanger par manque de formation, ou parce que parfois les patients les amènent à faire un mélange un peu malheureux eux-mêmes, parce qu'ils sont anxieux. Donc voilà, c'est compliqué. J'ai envie de rebondir sur cette pré-annonce. Qu'est-ce que tu suggères, en fait, dans cette pré-annonce ? Pas énormément de choses. Quand on vient et qu'on est anxieux ou anxieuse par rapport à un résultat... un médecin qui passerait 6 minutes à dire, mais au fond, vous imaginez quoi et qu'est-ce que vous attendez, comment vous avez vécu tout ça,
c'est pire, parce que l'anxiété augmente en se disant, là, il tourne tellement autour de la situation que c'est la catastrophe qui s'annonce. C'est caricatural. Mais on sait que, naturellement, c'est l'extrême inverse qui se passe, le plus fréquemment possible. Après, je pense, 30 secondes, alors que les gens ont à peine pris une chaise et se sont assis, on leur dit, vous avez un cancer. Ils ont pas retiré leur manteau. Certains ne sont même pas encore assis. Voilà, donc, entre deux portes. Donc, si tu veux, on vient d'un extrême parfois qui est tel qu'on dit, mais décalez-le juste un tout petit peu. Donc, décaler les choses, c'est d'abord demander aux gens comment est-ce qu'ils vont, comment se sont passés les examens, si le radiologue avait déjà dit quelque chose, et s'ils imaginent quelque chose eux-mêmes. C'est 4 questions. Oui. Et de toute façon... Et elles sont très cocooning, en fait, ces questions, quelque part. Bien entendu, c'est se centrer sur la personne. Oui. Et puis, c'est la bienveillance. Et rien n'empêche, parce que vous avez des patients qui sont tellement anxieux qui vont marquer tout de suite un agacement par rapport à ça. Mais ça se voit et ça peut se verbaliser. Je vois que je vous énerve en parlant comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Je veux savoir. Mais je vais vous le dire. Et voilà. Mais la majorité du temps, c'est pas passer de 30 secondes à 12 minutes, c'est décaler de 1 minute peut-être. 1 minute 30 maximum cette annonce. Mais ça change beaucoup, 1 minute 30. Pour avoir l'impression d'être soutenu. Les annonces, c'est... Oui, les annonces, et puis peut-être parler de ton annonce aussi. Alors, pour le coup, celle dont je voulais parler, c'était celle de mon papa, puisque j'étais dans le bureau avec lui quand ça lui a été dit. Et il n'y a que le mot tumeur qui a été prononcé par le médecin. Et en fait, je me suis retrouvée à faire l'annonce moi-même en débrief à la maison, puisque pour mes parents, puisque ma maman était présente, le mot tumeur ne signifiait pas cancer. Et donc, ils étaient complètement perdus et il a fallu que je refasse... Oui, parce que ça peut être une tumeur bénigne ou maligne. Oui, en fait, oui, quelque ça part. C'était très confusant pour eux. Et je me revois, en fait, à sortir de l'hôpital avec eux et après me retrouver dans le salon à devoir refaire cette consultation d'annonce. Je n'avais pas été moi-même formée, parce que ça date d'il y a 7-8 ans, avec les armes que j'avais en ma possession pour ça. Mais les annonces... c'est pas le thème principal du podcast d'aujourd'hui, mais effectivement, Yves le dit très bien, il y a plusieurs temps d'annonce dans un parcours, parce que ça peut même démarrer dès le radiologue avec le bilan d'extension ou avec la première échographie. C'est très compliqué. À quel moment est-ce qu'on lui dit que c'est un cancer ? À quel moment on lui dit là, vous allez être confronté à ça dans les mois à venir ? Mais pareil, ça reste une question de temporalité et de vérification. Donc, pour en revenir à la... Caroline a raison de nous ramener sur le thème. Pour en revenir à ce thème-là, c'est vrai que dans une des études qu'on a menées, où on a confronté 140 médecins à la même prise de décision, ça nous a vraiment frappé. Est-ce que tu peux remettre le contexte de cette étude ? C'est très simple. En fait, avec l'aide d'oncologues, on a construit un cas clinique simulé, c'est-à-dire avec une actrice qui était exactement le même pour 140 médecins spécialistes, donc belges cette et femme, français. Elle est allée voir 140 médecins. Et ce qu'on avait expliqué, oui. On avait créé un cas d'une maladie digestive avancée et pour lequel il fallait discuter de poursuivre des traitements ou bien de passer par une approche plutôt supportive et des soins de confort. C'était une méthodologie assez lourde, mais je reviens sur ce point-là parce que ce qui m'a vraiment frappé, c'est que une des recommandations de base que l'on fait dans la prise de décision, c'est vérifier la compréhension de la personne qui est en face de vous. Qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'il a compris ? Eh bien, 2/3 de nos médecins n'ont pas une seule fois vérifié la compréhension de la personne qui est en face. Sur ces 140 médecins, alors ? Pas une seule fois vérifié. Est-ce que j'ai été clair ? Est-ce que je dois revenir sur quelque chose ? Et donc, c'est vrai que cette compétence qui paraît basique, elle est très rarement utilisée. Et tu as partagé une expérience personnelle. Est-ce qu'à un moment, le médecin s'est arrêté pour demander à ton père, est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit ? Comment vous comprenez ce que je viens de vous dire ? Jamais. Absolument pas. C'est vraiment intéressant. C'est une stratégie de base. Et en fait, on le ferait dans la vie de tous les jours. Vous le faites avec vos enfants, vous le faites avec vos proches. Quand vous transmettez une information, pour être sûr, vous vérifiez quand même. C'est quelque chose qu'on perd. Alors moi, je me souviens de mon oncologue qui me disait quand même que parfois, certaines consultations duraient 10 minutes parce que le patient ne posait pas la moindre question. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça ? Je pense que oui, il y a des consultations qui peuvent aller vite parce que les patients semblent n'avoir rien à dire. Je pense aussi qu'on peut ne pas être trop attentiste et aller rechercher les informations. Spontanément, les patients expriment peu leurs préoccupations, leurs questions à leur médecin. À tel point que maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On propose aux patients ce qu'on appelle des question prompt list ou des choses comme ça, c'est-à-dire qu'on leur demande, si possible, de préparer leurs questions avant d'aller voir leur médecin pour être sûr qu'ils vont la poser.
et pour aider le médecin à entendre les préoccupations du patient. Et tu trouves que c'est une bonne idée, ça, c'est génial, non ? Moi, tout ce qui favorise la communication, le fait d'être actif, je trouve ça bien. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, j'étais utopiste à certains moments. Donc je sais que, il faudra probablement passer par là aussi. Mais je pense qu'il est rare qu'un patient s'arrête au bout de 10 minutes si on lui a vraiment posé beaucoup de questions. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a parfois un évitement aussi un peu quand ça dure 10 minutes. Caroline, est-ce que tu veux rebondir là-dessus ? En fait, cette prise de parole du patient, je me dis que je l'explique aussi de deux façons. La première, c'est qu'il y a aussi cet état de sidération quand on est en début de parcours avec des annonces en chaîne qui font que ça peut être très compliqué, où le patient va être en blackout total. Oui, tu l'as vécu, toi. Voilà, c'est ce que j'ai vécu moi. Et du coup, l'accompagnement d'un proche ou d'une personne de confiance peut permettre parfois de libérer la parole. Ça m'est arrivé avec des couples où le patient ou la patiente était plus en capacité d'entendre ce qu'on avait à lui dire, ou qu'il ne se sentait pas en capacité de poser des questions. Et en fait, c'était le conjoint ou la conjointe qui prenait le relais et qui arrivait à refaire basculer la consultation dans un vrai échange. Oui. Je pense que dans la prise de décision en oncologie, contrairement à ce qu'on pense, il y a rarement des urgences. C'est ça le problème. C'est que quand les prises de décision les plus sensibles sont prises, c'est en général quand les maladies sont plus avancées. Au départ, c'est aussi sensible et c'est compliqué, mais il y a beaucoup plus de guidelines, de protocoles. Les gens sont plus dans quelque chose où ils savent, où ils vont de manière plus précise. Quand les maladies sont avancées, souvent, il y a comme un sentiment qu'à la fois il faut annoncer qu'un traitement ne marche plus, qu'une maladie est revenue, qu'elle est résistante, et dans le même élan de devoir prendre une décision. Et ça, c'est probablement une erreur, parce que c'est la même sidération dont tu parles qui est là, qui est une sidération quand même qui est encore plus importante, parce que quand les maladies sont avancées, c'est l'anticipation de la mort qui est présente. Donc, ça veut dire que la sidération, elle est terrible, quoi. Et donc, apprendre aux gens, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un temps pour annoncer, il y a un temps pour discuter, il y a un temps pour décider. Mais vraiment, des urgences, il y en a peu. Et les seules situations d'urgence auxquelles on pense, c'est souvent des situations qui sont très avancées, et c'est pour ça qu'il y a ce conseil de faire la planification anticipée des soins. Pour éviter de se retrouver un jour, à la fois avec l'adaptation à ce qui s'annonce peut-être comme une fin de vie, et en même temps à devoir prendre une décision. Ce qui est quand même très compliqué à faire pour tout le monde. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on décide de tout à l'avance, mais on a ouvert la discussion, ce qui rend plus facile l'échange par la suite. Donc c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on discute d'une décision aujourd'hui qu'on pourrait prendre dans 3 ans que le contenu de la décision est fixé. Mais on a ouvert un champ, on a ouvert quelque chose qui fait que quand on va revenir dessus, ce sera audible pour les deux. Et ça change un peu les choses. Mais il n'y a pas si souvent des urgences en oncologie. On peut attendre 1 semaine, on peut attendre 2 semaines. Oui, alors idéalement, moi je me souviens, j'avais redemandé un rendez-vous avec mon gynécologue, simplement un rendez-vous pour discuter. Alors c'était possible à Saint-Pierre. Est-ce que c'est toujours possible ? Est-ce qu'on a toujours accès Alors justement, avec les patients partenaires, on peut justement reprendre un rendez-vous et avec toi, éventuellement, pour en discuter. Comment ça se passe ? Alors, il y a les infirmières d'annonce qui sont là pour ça aussi, pour répondre à toutes les questions, normalement à chaque étape de protocole, pour démystifier un peu ce qui va se passer. Et effectivement, le patient partenaire, qui doit être là non pas pour projeter son propre parcours, mais pour écouter les craintes et faire redescendre un peu la pression, qui va répondre aussi à un certain nombre de choses auprès du patient. Idéalement, il faudrait que dans son parcours, il ait des points de rencontre réguliers avec ses interlocuteurs. Alors, on parle beaucoup d'aide à la prise de décision pendant les consultations, donc ces petites infographies ou des petits low risk, high risk. Est-ce que c'est utilisé souvent, ça ? C'est pas assez utilisé, je pense, dans le sens où, en fait, c'est un équilibre à trouver. Je pense qu'un médecin, dans la relation avec son patient et dans un dialogue basé sur la confiance et sur la centration sur les objectifs de vie, comme on disait tout à l'heure, peut très bien discuter avec un patient des risques, des bénéfices, etc. Mais ce sont des notions qui ne sont pas si facilement compréhensibles pour tout le monde. Et je trouve que des graphiques ou des choses parfois plus visuelles, pour certaines personnes, ça aide vraiment. C'est vraiment une aide. Mais c'est comme d'habitude, c'est-à-dire c'est comme les question prompt list, c'est comme tout le reste, ce sont des aides, mais qui ne peuvent pas remplacer la relation. C'est une aide. Et si c'est une aide à ce niveau-là, je trouve que c'est utile. Il y a certains centres dans d'autres pays où vous avez
des consultations, des services qui sont centrés sur la prise de décision. Et ça, c'est le monde idéal. Il faudrait des endroits avec de la documentation, des experts, des patients partenaires, des choses qui se passent, qui permettent aux gens d'être dans un temps vraiment réflexif, le plus détendu possible, pour ne pas être perdus et prendre des décisions un peu, parfois impulsives aussi. Donc, ça peut être utile. C'est pas facile de se représenter les statistiques dans l'absolu. Donc, Toi, tu as déjà vu tous ces petits graphes, est-ce que tu les utilises avec les patients? Alors, pas moi personnellement, quoique, moi j'utilise une échelle de cotation de 0 à 10 quand un patient peut bloquer sur quelque chose et de savoir à l'instant T à combien il est et comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il passe un cran supplémentaire. Généralement, c'est des questions de peur. Peur de l'inconnu, peur des effets secondaires, peur du traitement, etc. Après, ça dépend vraiment des médecins. Certains utilisent des graphiques, des dessins pour montrer la tumeur, pour montrer des choses comme ça, pour montrer les cycles de chimio, par exemple, qui vont avoir lieu. Et effectivement, mais je vois aussi à l'attitude du patient s'il est réceptif à ce genre d'outils. Et quelquefois, je vois des médecins qui s'entêtent à vouloir utiliser ça alors que le patient n'est pas vraiment ouvert et qu'il n'a pas besoin de ça. Donc c'est pour ça que Yves le disait, c'est vraiment une question de relation aussi et d'adaptation au comportement qu'on a en face de nous. Et de métacommunication. La métacommunication, c'est cette capacité à dire « mais qu'est-ce que vous attendez de moi comme forme de communication ?» Il est évident que des statistiques, tout le monde n'est pas friand de statistiques, ne le comprend pas. Mais si le patient a fait des statistiques toute sa vie, c'est peut-être ce qui va l'aider le plus. Donc, est-ce qu'il veut une information plutôt graphique? Est-ce qu'il veut plutôt des chiffres? Est-ce que lui veut être très impliqué dans la prise de décision ou est-ce qu'il souhaite que ce soit davantage le médecin, après l'avoir informé, qui décide? Comme tu disais très bien, les proches sont souvent présents. Est-ce qu'il souhaite que les proches participent ou non? Communiquer sur la communication, communiquer sur la prise de décision, dans l'absolu, est très important pour définir des règles d'un jeu qui pourront vraiment être utiles. Il faut prendre le temps de faire ça, parce que sinon, on pense qu'un outil va aider tout le monde. Non, par définition, non. On pense que tous les patients veulent être impliqués. Non, mais en fait, il faut leur poser la question. Il faut prendre quelques minutes et savoir ce qui les aide. Moi, j'ai envie de vous mettre dans une situation un petit peu, parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter un jour avec mon médecin, qui se retrouve face à une situation d'une patiente qu'il peut vraiment guérir et qui refuse formellement les traitements. Et donc, ça se passe pas bien, le médecin rappelle la patiente. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation où le médecin sait qu'il peut guérir cette patiente? Alors, je parle pas d'un patient en fin de vie, je parle d'une jeune femme voilà, qui peut être guérie ou en rémission et elle refuse les traitements. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Alors moi, je me suis retrouvée confrontée quelquefois à ces cas-là. Et alors, bizarrement, c'est pas la patiente ni l'oncologue, c'est la famille qui s'est adressée à moi. La plupart du temps, en fait, ces patients, c'est parce qu'ils ont peur du protocole, ils ont peur de ce qu'on va leur faire, de comment leur corps va réagir. Quand on arrive à faire redescendre cette peur, on peut avancer un peu plus sereinement. Ce que j'explique aussi parfois à la famille, c'est qu'ils doivent être en capacité d'entendre que le patient, à partir du moment où il a compris sa décision et qu'il est aligné avec ça, ils doivent être en capacité d'entendre le fait qu'il ne veut pas se faire soigner ou qu'il a besoin d'une pause thérapeutique. Peut-être que là aussi, c'est une question de temporalité. Ça se fait pas maintenant, mais ça peut se faire un peu plus tard. Avoir la notion d'urgence et de pronostic vital, évidemment. Mais voilà, avec du dialogue, un jour aussi, j'ai une patiente, c'est parce qu'on lui avait pas donné de sens à ses traitements, on lui avait pas expliqué, on lui avait pas donné toutes les cartes en main pour se dire, voilà, on utilise ces chances thérapeutiques-là parce qu'on va arriver à ce résultat. Pareil, c'est du dialogue qui permet un peu de désamorcer ces situations. Donc, elle n'avait pas bien compris le pourquoi des traitements. Elle n'avait pas bien compris. Et en fait, c'est en allant demander un second avis médical à Gustave Roussy qu'on a réussi à désamorcer le truc. Parce que c'était le même diagnostic. Donc, 95% des cas, on arrive sur les mêmes diagnostics avec le second avis médical, expliqué différemment et qui permet à la patiente ou au patient de les intégrer différemment. Dans la prise de décision, ce que tu évoques, c'est la communication par rapport au pronostic. C'est la communication la plus dure à avoir. C'est-à-dire, le fait que quelqu'un refuse, c'est probablement parce que
il a une perception du pronostic qui lui est personnelle et qui n'est pas tout à fait la même que les soignants qui sont en face. En fait, aborder la question des gens qui refusent les traitements, c'est aborder la communication par rapport à ce qu'ils attendent de l'avenir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que quelqu'un refuse ? C'est qu'il se projette dans l'avenir d'une certaine manière qui fait que ça n'a pas de sens pour lui et qu'il refuse. Et donc, la seule manière d'aborder les gens, mais pas spécialement ceux qui refusent, en fait, il faut le faire avec tous les patients, c'est de dire, voilà, je vous propose ce traitement, je vous ai expliqué comment est-ce que ça fonctionne. Vous, comment est-ce que vous imaginez que ça va se passer ? Et si la personne refuse, comment est-ce que vous imaginez que ça va se passer ? Mais pas en culpabilisant, une vraie question. Comment vous imaginez que ça va se passer si vous ne faites pas le traitement ? Déjà, il faut s'assurer, c'est ce que tu soulignais, qu'ils ont bien compris les choses, que la façon dont ils se projettent dans le futur est réaliste aux yeux du médecin qui est en face. Parce que si ils croient à tort que le traitement n'a aucune chance de les guérir, ou à tort que le traitement va à 100% les guérir, on sait qu'ils ne sont pas dans la réalité, entre guillemets, dans quelque chose de réaliste. Et donc, il faut les amener à avoir une perception au moins un peu réaliste de l'avenir. Une fois que ça c'est fait, quand ils sont dans une perception réaliste, si à ce moment-là, ils refusent encore le traitement, il y a deux possibilités. Soit, comme tu l'évoques très bien, il y a des gens qui, en raison d'expériences précédentes, en raison de valeurs qui leur sont propres, ont le droit de refuser certains traitements. C'est très dur à vivre pour les soignants, mais ils ont le droit de le faire. Et pour les proches, comme tu le disais. Ça, c'est le cas de figure, je dirais, d'une décision rationnelle qui peut heurter certains, mais qu'on peut comprendre, parce que quand on voit ça, parfois on est choqué. Mais quand on écoute les histoires de vie des gens, parfois ils ont vécu des choses telles au préalable que ça n'a pas de sens pour eux de continuer dans cette voie-là. Maintenant, si on sent qu'il est impossible même de ramener le patient dans la même projection dans le futur, c'est probablement qu'il a des défenses psychologiques tellement intenses que c'est impossible pour lui-même de se projeter dans le futur, dans les traitements, etc. Ça, c'est des cas qui se rapprochent des dénis et des problèmes beaucoup plus profonds au niveau psychologique. Et la relation médecin-malade va aider, mais il faut surtout une prise en charge psychosociale à côté. Il faut qu'un psycho-oncologue vienne aider pour essayer de voir d'où vient le déni et voir si on peut légèrement assouplir le déni pour, non pas forcer dans la décision, mais être sûr que la décision est prise un peu en connaissance de cause, quoi. Mais alors c'est pas facile à faire et on ne réussit pas toujours. Ben c'est bien que tu parles justement du rôle de l'oncopsie. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus justement dans tout ce contexte, tout ce qu'on a échangé ? Est-ce qu'il y a souvent la présence d'un oncopsie quand il y a des problèmes de décision ? Ou quel est le pourcentage de patients que tu vois en fait ? Tu les vois quasi tous ou comment ça se passe ? Par rapport aux prises de décision ou dans l'absolu ? Non, ou dans l'absolu en fait. Ce qu'on sait, c'est qu'en oncologie, un patient sur deux devrait être vu par un psychologue. Et un proche sur deux devrait être vu par un psychologue, parce qu'il a des niveaux de détresse émotionnelle qui nécessitent au moins une évaluation. Et parmi eux, il y en a encore une moitié qu'on va soutenir un petit peu et qui vont s'adapter, et une moitié, il faudra être plus intensif dans le soutien. Ça, c'est ce qu'on sait en psycho-oncologie en général. Ok. Maintenant, spécifiquement par rapport à la prise de décision, ça, je n'ai pas tellement de chiffres, mais déjà, un patient sur deux, concrètement, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, normalement, c'est comme ça que ça se passe. Que ça devrait se passer. Oui. Pourquoi ? Parce que, alors, idéalement, les patients devraient tous être screenés, c'est-à-dire détectés par rapport à leur détresse, et en fonction de leurs difficultés, de leurs besoins, ils devraient être rencontrés par des psychologues. Et il y a quand même une offre de soins psychologiques en Belgique qui n'est pas mauvaise. Mais spontanément, seulement un patient sur 5 va dire qu'il veut voir un psychologue. Ah, ben voilà, oui. Parce que il y a des représentations du travail des psychologues, donc les psychologues ont beaucoup de travail à faire pour informer sur leur travail et pour informer que les psychologues ne sont pas là uniquement pour traiter des problèmes de santé mentale sévères, mais pour aussi aider les gens à s'adapter à la maladie. Mais pour ta question sur la prise de décision, je n'ai pas de pourcentage, mais une part considérable de nos consultations sont remplies de ces questions-là. On me propose tel traitement, je ne sais pas ce que je vais faire. On m'a dit d'aller dans ce traitement, j'y suis, est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Je n'ai pas de chiffres, mais je passe beaucoup de temps à parler avec mes patients de ça. C'est fou. Et de revenir sur des incompréhensions. C'est assez fréquent qu'on dise à nos patients, mais pourquoi vous ne retournez pas voir votre médecin avec cette question-là ? Mais alors, il faut l'aider. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible pour vous d'en parler à ce médecin ? Est-ce que vous avez besoin d'aide ? Soit ils disent, bah oui, je suis un grand garçon, une grande fille, je vais y arriver, alors c'est super. Parfois, ils sont tellement en difficulté qu'il faut presque aller avec eux. Ou appeler le médecin, mais en général, on essaye d'aller avec eux alors parce que c'est plus constructif. Donc, une part considérable du travail des psychologues, c'est de revenir sur des décisions qui ont été prises ou à prendre. Oui, ça, c'est un gros travail qu'on fait, oui.
Et toi aussi, finalement, en tant que patiente experte, quoi. Donc, c'est... oui. Oui, parce que quand je ne suis pas en rendez-vous en tripartite avec l'oncologue et que je suis en face à face avec le patient, on n'est pas sur des questions techniques, entre guillemets. Et donc, ça change complètement la relation que j'ai avec eux. On nous apprend à ne pas nous limiter à nos propres croyances, ni à celles de la personne qu'on a en face de nous, pour pouvoir instaurer un dialogue constructif. Oui. Mais ça, c'est la formation d'un patient partenaire. Et c'est ça qui fait la différence aussi. Et vous êtes très formé aux consultations d'annonces et tout ça, finalement, beaucoup plus que... Il y a une formation continue, non, pour toutes ces consultations d'annonces ou pas? Non, nous, on... Enfin, c'est vous qui formez, oui. En fait. Oui, c'est ça, c'est vous qui formez. Nous, notre credo, c'est vraiment d'aller former. Oui, d'aller former, et la formation initiale des étudiants en médecine et le volet de la formation continue des médecins qui sont déjà en poste. Et là, ça peut être un peu plus compliqué quand on est face à des médecins qui ont déjà une certaine expérience et qui n'ont pas forcément l'impression qu'on peut leur apporter quelque chose. Ok. Alors, j'ai une petite question pour vous, parce que tu en parlais au début du podcast, les patients de plus en plus informés grâce à Dr Google. Nous sommes des patients 2.0. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bonne information, mauvaise information? Alors, je trouve que c'est très enrichissant pour le patient. Par contre, ce que j'explique et ce que j'essaye d'inculquer aux personnes que je rencontre, c'est d'aller chercher des sources fiables et de pas rester sur des forums. Ouais, des forums, des forums où des fois on entend, où on ne lit que des choses négatives, puisqu'évidemment on a plus tendance à râler en France ou peut-être même en Belgique d'ailleurs. Un peu plus en France. Plutôt que de dire que ce traitement me réussit bien et que je me sens bien. C'est pas ceux-là qui prennent la parole. Voilà, c'est ça. Donc c'est toujours un peu complexe, mais c'est propre à l'humain. On peut pas empêcher. Moi-même, je l'ai fait. Je peux le faire encore aujourd'hui, malgré toutes les barrières que je peux y mettre. Au moins d'aller s'informer sur des sites avec des sources vérifiées, comme la Ligue contre le cancer, comme Unicancer, comme tout un tas de sites. La liste n'est pas exhaustive, mais au moins ça, à minima. Oui. Je pense que de toute façon, c'est une évolution des choses contre laquelle on ne pourra pas se battre. Quand les patients me parlent de leur recherche sur Internet et qu'ils sont un peu gênés de m'en parler, je leur dis 100% de mes patients vont sur Internet. Tout le monde va sur Internet. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée d'aider les patients à aller vers les bonnes sources. Pour ajouter une touche un peu psychologique, il faut aussi détecter chez les patients l'utilité de la recherche d'informations, parce qu'il y a plusieurs catégories de recherche d'informations. Pour certains patients, la recherche d'informations, elle est poussée par une anxiété débordante, et si c'est associé, comme c'est souvent le cas, à une forme d'intolérance à l'incertitude, alors ça devient compliqué, parce qu'ils passent d'information en information. Comme toute information, elle est associée à l'incertitude, et là où ils pensent céder, en fait, ils s'enlisent en sautant d'une information à l'autre, et en tentant de se rassurer, ils augmentent l'incertitude et ils augmentent l'inconfort. Donc, sur le fait que les gens aillent sur Internet rechercher de l'information sur les bons sites, d'abord c'est leur droit et puis c'est un progrès, pourquoi pas. Mais il faut quand même parfois s'interroger sur les mécanismes psychologiques qu'il y a derrière et qui peuvent parfois être aidants et parfois être plutôt entravants. Alors les patients, parfois on parle, quand on creuse un peu et qu'on voit un peu cette fuite en avant, ils disent eux-mêmes, en fait, je suis en train de m'enliser, quoi. Il faut leur expliquer que plus d'informations, ça veut dire plus d'incertitude. Et donc, pour tolérer l'incertitude, il ne faut pas travailler l'information, il faut travailler l'adaptation à l'incertitude, l'espoir, etc. Enfin, d'autres choses, quoi. Oh là là, ça, ce sera encore tout un autre podcast, hein. L'espoir. Alors, rendez-vous. Oui. Oui. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'un patient mieux informé est un patient mieux soigné? Oui. Oui, mais mieux informé, ça veut dire informé de manière adaptée à qui il est dans son cycle de vie et dans ses capacités de compréhension et d'intégration. Par définition, il y a ce qui prédit qu'un patient va être mieux soigné, donc notamment, comme tu disais très bien, l'adhérence au traitement. Comme de plus en plus de traitements se font en ambulatoire, que les gens sont traités en hôpital de jour, c'est un progrès pour beaucoup de choses, mais ça veut dire qu'on est beaucoup plus aux commandes de son traitement. L'adhérence au traitement, c'est compliqué parce que certains traitements aujourd'hui nécessitent d'être à jeun pendant 3 heures, de prendre le médicament, puis de ne boire que de l'eau et puis de remanger telle chose. Enfin, c'est très compliqué l'adhérence au traitement dans les traitements actuels du cancer. Et donc, ça nécessite d'être très bien informé.
ça nécessite aussi de se sentir bien psychologiquement. Puisque ça, on le sait depuis très très longtemps. Si vous prenez quelqu'un qui a une dépression, il va être 3 fois moins compliant au traitement que quelqu'un qui n'a pas de dépression. Donc, vous pouvez donner la meilleure information du monde. Si quelqu'un n'est pas psychologiquement en état de l'entendre et de l'intégrer et l'utiliser dans sa vie, ça ne marchera pas très bien. Donc, il faut les deux. Mais moi, je trouve ça important d'avoir de l'information. Évidemment, ils en ont besoin, oui. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Caroline ? Non, surtout qu'en plus, aujourd'hui, on est aidé par l'ère du digital, avec beaucoup d'applications ou de solutions numériques dans le domaine de l'e-santé qui permettent ces traitements à domicile. Il y a aussi des études et des tests qui sont faits, par exemple, en Aquitaine, en France, où il y a des patients partenaires accompagnateurs qui sont là pour faire le lien entre hôpital de jour, médecin de ville et domicile. Ah, c'est bien ça. Et faire en sorte que tout se passe au mieux, lever les questions des patients au moment où ils en ont besoin, sans pour autant aller engorger les consultations de l'oncologue, et puis garder aussi un lien fort avec la pharmacie qui permet de répondre à ça. Mais donc oui, un patient mieux informé est forcément un patient mieux soigné. Alors, bon, on va tout doucement clôturer, mais tu as dit le mot espoir et je sais qu'on sort un petit peu du thème du podcast, mais est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu ? Je sais que tu donnes justement une formation sur le sujet. Est-ce que tu as envie de dire un petit mot là-dessus ? En fait, le point de départ de toute cette réflexion sur l'espoir, il vient plutôt du constat un peu compliqué que la médecine et surtout l'oncologie fonctionnent beaucoup par l'incertitude et beaucoup centrée sur l'incertitude. On progresse, on a des traitements vraiment de plus en plus efficaces, de moins en moins toxiques. Les progrès en cancérologie sont hallucinants, à une vitesse vraiment impressionnante. Mais malheureusement, il reste de l'incertitude. Et donc, dans le développement de travaux qu'on avait fait sur l'incertitude, on s'était rendu compte qu'effectivement, une manière de parler d'incertitude, de rendre supportable le fait de parler d'incertitude, c'est d'avoir aussi de l'espoir. C'est-à-dire de supporter que, oui, les choses sont incertaines, mais on peut quand même avoir l'espoir que les choses se passent bien. Ça, c'est pour faire un peu le résumé, si tu veux, de l'articulation des deux choses. Mais pour le podcast qui nous intéresse aujourd'hui, je pense que c'est une des dimensions qui manque parfois dans les modèles de prise de décision. C'est-à-dire qu'on est tellement à vouloir rendre les choses collaboratives, transparentes, un peu équilibrées, avec un médecin qui impliquerait beaucoup le patient, mais qui ne se mouillerait pas trop, qu'on en oublie parfois qu'un médecin peut aussi dire à un patient que s'il lui propose un traitement, c'est qu'il a vraiment l'espoir que ça va l'aider. Et ça, c'est dommage, parce qu'il ne faudrait pas que par souci de neutralité ou par peur d'être paternaliste, parce qu'on a peur d'être paternaliste et d'imposer une décision, alors on n'ose plus s'impliquer personnellement à dire « mais moi, vous savez, si je vous propose ça, c'est que j'ai vraiment l'espoir que ça puisse vous aider, je ne le proposerai pas, je n'avais pas cet espoir ». L'espoir, ça n'engage pas à la réussite à 100%, mais ça permet quand même d'avancer un petit peu. Même dans la prise de décision, c'est un concept qu'il faut ramener dans la médecine. Parce que sinon, on n'a que l'incertitude, l'objectivité, c'est pas très agréable une vie sans espoir. Donc voilà. Mais je suis contente qu'on parle un petit peu d'espoir, parce que justement, il y a 2 jours, j'ai posté un post où il était marqué « Mots doux à toi pour qui le diagnostic vient de tomber ». Et finalement, sur les 100 réponses, les gens parlaient beaucoup d'espoir. Ils avaient envie qu'on leur parle d'espoir. Ils avaient envie d'entendre leur médecin dire « Voilà, j'ai l'espoir de vous soigner, je vais vous soigner, je vais vous guérir ». Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il y a de faux espoirs ? Alors, en fait, la difficulté de travailler l'espoir, c'est que c'est comme ce que j'expliquais tout à l'heure sur la sympathie et l'empathie. L'espoir vite dit n'aide pas beaucoup. C'est-à-dire que si quelqu'un vient d'entendre une annonce de diagnostic et qu'on le regarde et qu'on lui dit, alors que le choc est là, que la sidération est là, tout ce que tu évoquais tout à l'heure, on lui dit « écoute, garde espoir », c'est bienveillant, mais ça n'a pas un impact très très majeur. Et puis, garde espoir, c'est un impératif aussi. C'est pas le médecin qui dit « j'ai l'espoir de vous ». C'est une injonction oui, presque, à devoir. Et donc, ce qu'il faut, c'est, pour vraiment travailler l'espoir en profondeur, il faut avoir le courage de travailler avec les gens, comme je le disais tout à l'heure, comment est-ce qu'ils voient la situation et comment est-ce qu'ils voient l'avenir. Et dans cet avenir tel qu'ils ont le courage de le voir, avec les risques, des incertitudes, des traitements, des choses qui vont arriver, qui vont pas arriver, de se dire, maintenant que vous avez eu le courage de regarder comment ça peut se passer, qu'est-ce qui est le plus important pour vous et comment est-ce qu'on va faire pour y arriver ensemble. Et ça, c'est travailler l'espoir.
Ça, c'est pas uniquement plaquer le mot espoir pour mettre une main sur une épaule, qui est utile. Je dis pas que c'est inutile. Et il faut le faire. La compassion, on en a besoin. Et des mots rassurants et chaleureux font toujours du bien. Mais vraiment, travailler l'espoir intensément avec les gens, c'est travailler avec eux ce qui est important pour eux, ce qu'ils souhaitent vraiment, quel que soit l'avenir, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec eux, en fonction de ce qu'ils ont comme ressources, de tout ce qu'on peut leur proposer pour qu'ils y arrivent. À ce moment-là, on est dans un espoir qui est quand même d'un autre niveau. Et ça peut vraiment aider les gens. Ça nécessite du temps, ça peut pas se faire toujours au moment d'une annonce, comme on le disait tout à l'heure, parce que c'est une discussion difficile. Puisqu'il faut d'abord accepter de parler de l'avenir. Et parler de l'avenir quand on est gravement malade, c'est pas toujours confortable. Donc, voilà. Caroline, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Vas-y. Non, là, je crois que tout est clairement résumé. Alors, je sais pas, je me suis dit comment est-ce que je vais vous demander de clôturer le podcast. C'est toujours la question piège. Hein. Est-ce que vous avez un petit mot pour les patients et éventuellement un petit mot pour les soignants? Bon, je vous laisse un petit temps de pause. Hein. Oh la vache, t'es fou. Si je devais m'adresser aux patients, ce que je leur conseillerais, c'est d'oser, de se sentir légitime et de prendre sa place. Si je devais m'adresser à un soignant, c'est de ne pas laisser le patient se sentir vulnérable face à lui, face à ses annonces, face à sa maladie, et lui laisser aussi toute sa place. Voilà. Oui. Merci, Caro. Et donc, moi, je pense que pour le thème de la prise de décision, du côté du patient, je dirais la première chose, c'est ne pensez pas qu'il y a toujours une urgence. Vous pouvez prendre le temps de réfléchir, le temps de vous informer, et votre avis est le plus important. Et du côté des soignants, je dirais la même chose. Rappelez-vous qu'il y a rarement des urgences à décider, que votre avis a beaucoup d'importance, tout comme celui du patient, et faites confiance à vos patients sur leur capacité à vous dire ce qui est important pour eux. Pas dit donc. Merci tout cœur. J'ai hâte de monter cet épisode, de le poster. Vraiment, merci tout cœur. Un podcast très très fort. 3 voix, on n'en a pas souvent. Donc vraiment, merci pour votre précieux temps. Merci d'être venu de Paris. Merci de nous accueillir dans ton beau bureau, dans ce magnifique hôpital. Merci d'être venu jusqu'ici. Et merci Delphine. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore. Et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.